Bonjour à toutes, bonjour à tous. 541, 542, nous sommes déjà nombreux ce matin, donc tous les micros seront coupés. L'enregistrement a démarré et je vais laisser la parole au SGPI pour vous présenter notre séance d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux sur ce webinaire de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. Nous avons eu une première saison avec 177 lauréats sur cet AMI qui est fortement exigeant, comprenant 59 diagnostics et 118 dispositifs de formation. Nous ouvrons désormais cette saison 2 avec des nouvelles modalités qui vont vous être présentées aujourd'hui, avec un processus qui se veut plus rapide et plus interactif. Effectivement, nous avons eu déjà un premier webinaire pour accompagner cette nouvelle version de l'AMI-CMA. Avec 4 parties qui sont transversales mais qui se combinent, qui vont vous être présentées. Les dispositifs donc seront décrits ultérieurement. Préalablement, un mot de remerciement au ministère qui sont pilotes et qui sont associés à ce dispositif, à qui je vais laisser la parole une fois que j'ai terminé ces propos d'introduction. Des remerciements au jury et au président du jury qui continuent d'œuvrer pour cette seconde saison, et un mot de remerciement aussi pour le travail remarquable qui est fait par les deux opérateurs, l'ANR et la CDC, et qui vous accompagneront avec nous et les ministères sur l'ensemble de cette saison 2. Peut-être juste un point d'attention sur le fait qu'il y a désormais un chapeau avec les orientations des politiques ministérielles que vous retrouverez sur le site du SGPI. Les orientations concernent l'enseignement agricole, concernent l'enseignement supérieur et l'enseignement, et en tout cas la voie et la formation professionnelle. Ces orientations vous donnent le contexte sur lesquels, les éléments de contexte sur lesquels vous êtes attendus. Ensuite, il y a une structuration en 4 volets qui ne sont pas faits pour siloter, mais pour structurer les sujets, avec un volet dispositifs transversaux d'attractivité et d'innovation, un volet voie d'excellence professionnelle et technologique, un volet voie d'excellence académique et un volet accompagnement des parcours professionnels pour tout ce qui concerne effectivement la formation continue, qui est un sujet extrêmement prégnant également dans l'AMI-CMA. Et cette approche matricielle est ensuite déclinée en objectifs qui regroupe les différentes stratégies d'accélération qui sont décrites par le biais, en tout cas en termes d'attendus, qui sont fiches qui sont également déposées sur le site du SGPI. Un mot encore sur le fait que nous attendons qu'il y a de nouveaux défis qui sont à relever dans cette AMI-CMA. Au-delà de pointer les challenges que vous allez relever, les sujets que vous voulez transformer, structurer, accélérer, nous avons un sujet sur l'inclusion, un sujet sur la diversité, sur la mixité dans les parcours où soit nous attendons plus de femmes, soit plus d'hommes. Donc, lisez bien le cahier des charges parce que ces éléments sont mentionnés. Un point d'attention aussi sur l'engagement des générations, comment vous les embordez avec vous et comment vous traitez ce sujet dans le cadre de l'AMI. Et un enjeu plus fortement marqué encore sur le développement durable. Ce sont des nouveaux éléments qui sont pointés davantage dans le cadre de l'AMI. En tout cas, on est heureux de vous avoir aussi nombreux
nombreux ce matin. Nous avons eu déjà des premières lettres d'intention suite au premier webinaire. Merci de nous mobiliser dans les territoires pour répondre à cette AMI compétences et métiers d'avenir. Et je laisse la parole au ministère s'il souhaite dire un mot d'introduction avant de laisser le déroulé se poursuivre. Encore merci pour votre présence et bravo pour votre mobilisation ce matin et dans les mois à venir. Peut-être le ministère de l'Éducation nationale. Je salue tous mes collègues s'ils sont présents et qui n'hésitent pas à prendre la parole. Bon, je suis dans la salle, donc ça facilite peut-être. Donc bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce second webinaire. Ça a été dit, l'enjeu dans les compétences est colossal, le défi est énorme et je crois qu'il faut vraiment commencer par insister sur ce point. Nous sommes en retard. À l'heure où nous parlons, à titre personnel, je suis inquiet sur notre capacité à répondre à l'échelle aux défis qui nous attendent. Aussi, j'espère que ce moment sera un moment pour vous d'ambition et j'espère que vous repartirez de ce webinaire avec l'idée de monter un projet, tel que vous l'aviez en tête, mais 2 fois plus grand, 2 fois plus fort. Ça, c'est vraiment l'enjeu le plus important pour moi ce matin. C'est vraiment de partager le fait qu'avait rappelé par exemple François Germinet en conclusion de la journée que nous avions organisée sur Fabricons France 2030 avec les campus. D'ici 2030, nous aurons environ 100 000 jeunes en moins dans nos classes. 100 000 jeunes sur une génération, enfin, sur une section de jeunes, c'est environ l'équivalent d'une région académique pour nous. Nous devrons faire un effort encore plus important pour être à la hauteur des compétences et des besoins qui sont exprimés. Encore hier, nous avons été avec un réseau d'acteurs en présence des acteurs de l'aéronautique qui nous signalaient l'énormité de leurs besoins et qui sont des besoins à la fois pour répondre évidemment à des contraintes économiques, mais aussi à des enjeux de transition écologique et de transition digitale. Voilà, c'était juste pour rappeler ce petit point rapidement. Sur la saison 1, juste dire aussi qu'on a été très heureux de voir que beaucoup de projets sont intéressés à la professionnelle. Environ 30% étaient en lien avec des campus des métiers et des qualifications et 12% étaient portés directement par un campus des métiers et des qualifications. C'est ce qui fait que François Jaminet avait dit notamment on souhaite des campus, des nouveaux, et on nous attend là-dessus, mais aussi renforcer les existants, parce qu'on a conscience qu'il peut exister parfois un caractère hétérogène dans cette politique publique. Mais principalement, nous, ce que nous attendons, c'est une transformation de l'offre de formation professionnelle pour être au plus près du défi colossal qui est le nôtre aujourd'hui. Vous le savez, l'industrie automobile, par exemple, vit la plus grande transformation qui n'ait jamais existé dans ce secteur. C'est plus grand qu'une invention de la voiture quasiment. Tellement les choses sont en train de bouleverser les acteurs en place. Alors, peut-être dire simplement sur le format qu'on va attendre à la fin, parce que c'est essentiel. On part évidemment des besoins qui seront exprimés dans les stratégies nationales d'accélération par les coordinateurs, mais en fait, ce sont aussi les besoins de vos acteurs économiques, ceux qui lancent les grands projets. On est au courant pour les Gigafactories, mais on le sait également pour pas mal d'autres projets qui sont en cours aujourd'hui en France sur la microélectronique et sur pas mal de domaines. Tous les objectifs de France 2030. La deuxième chose, c'est la réponse en consortium. Je vous l'ai dit, le défi est tellement important aujourd'hui que vous ne saurez pas répondre individuellement. Donc, n'essayez pas de nous proposer des réponses seules ou avec un petit groupe d'amis, ça ne marchera pas. Soyons clairement tout de suite à l'échelle. Allez voir les gens avec qui vous ne parlez pas d'ordinaire, mais qui sont sur votre périmètre pour proposer des réponses ensemble. Ce sera notre force et je crois que dans cette saison 2, nous aurons collectivement à cœur, ministère, correspondants, France 2030 en région et autres, d'avoir ce regard, cette cohérence de l'action publique. Évidemment, la question de l'impact, et ça va avec le premier point qui a été évoqué, c'est si vous ne vous mettez pas en consortium, vous aurez un impact limité sur la transformation. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, il ne s'agit pas de créer des formations pour faire des formations, et ça vous le savez déjà. Mais bien sûr de transformer notre société. Et puis, pour réussir cette transformation, et je voulais insister vraiment dessus parce que pour moi c'est essentiel, c'est ce caractère transverse. Nathalie l'a dit, la transversalité sur les 4 volets. Je vous invite vraiment à déposer le plus en transversal possible de l'attractivité en incluant de la recherche, en allant jusqu'au bout de l'insertion professionnelle. Voilà, tous ces formats-là m'amènent à vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous, ministères, on aime beaucoup ce format campus des métiers et des qualifications. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, on vous attend vraiment avec un niveau d'ambition et d'exigence extrêmement élevé sur cette saison 2. Et puis, également, il y a déjà eu des projets en saison 1, vous l'avez compris. Donc, il faudra faire ce travail en amont d'identification des projets déjà lauréats. C'est extrêmement important pour vous. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur ce sujet.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Eka. Est-ce que vous avez, alors il y a beaucoup de participants, est-ce qu'il y a des collègues du MESR, de la DGESP qui sont présents, du MTEI? Voilà. Merci beaucoup, Sandrine Crézy. Donc, au niveau du MESR, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Ok, je ne sais pas si Caroline était là sinon, mais peut-être juste quelques mots pour ne pas reprendre ce qui a été dit par nos collègues d'éducation nationale sur le volet, effectivement, l'importance des consortiums, des 4 volets, notamment l'attractivité sur le continuum. Voilà, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Peut-être un petit point sur les attentes du ministère, effectivement, sur les différents projets qui vont du premier cycle aux formations professionnalisantes, au cycle pluridisciplinaire et formation tout au long de la vie. Donc, on est vraiment là aussi sur l'enchaînement global. Donc, voilà, on est sur l'ensemble des ministères, sur cette continuité aussi des parcours et dans l'objectif de s'adresser aux besoins des métiers. Donc, voilà, c'est vraiment ce point d'attention. Et peut-être de manière supplémentaire et complémentaire de ce qui a été dit, c'est que pour les établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent aussi candidater, c'est aussi en lien avec les nouveaux contrats d'objectifs, de moyens de performance, puisque dans le cadre de ces nouveaux contrats, le volet formation est effectivement très important et c'est en lien effectivement avec la question des métiers. Et donc, du coup, pour ceux qui ont des projets qui rentrent en fait dans leur comp et qui souhaitent le mobiliser dans le cadre de leur comp, peuvent utiliser en fait l'outil CMA pour répondre en fait à cet objectif qui est fixé dans les contrats. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un levier important. Comme on l'a dit précédemment et dans le cadre de la suite de la saison 1, avec cette saison 2, on compte effectivement aller plus loin pour être beaucoup plus transformant, plus rapidement et sur les formations en fait, de l'enseignement supérieur. On a des moyens aussi d'agir peut-être plus vite aussi sur les formations tout au long de la vie, la formation continue. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment sur des nouveaux objets. Et le point d'attention aussi, c'est sur la partie attractivité. Donc, on l'a signalé, mais c'est une vraie nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller sur des terrains qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas forcément exploités. Voilà, donc on est en phase sur les objectifs qui sont fixés et qui nous ont été présentés aussi côté éducation nationale, donc sur lequel je ne reviens pas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que le MTEI souhaite prendre la parole? Martin, est-ce que tu nous entends? Bon, je propose du coup qu'on continue sur le déroulé de la présentation à l'issue duquel nous ferons le temps de questions-réponses pour répondre voilà, aux éléments sur lesquels vous auriez besoin encore de clarification. Merci en tout cas au MESR de la prise de parole. C'est à vous. Merci. Eh bien, nous, les opérateurs, allons vous parler de la saison 2 de CMA. On va parler d'abord des diagnostics et puis des dispositifs de formation. Concernant les diagnostics, il y a peu de changements par rapport à la saison précédente. Le site de soumission pour les diagnostics devrait être ouvert en fin de semaine ou dans le courant de la semaine prochaine. Vous trouverez tous les éléments, comme pour la saison 1, sur le site de l'ANR. Vérifiez malgré tout les fiches thématiques qui sont publiées. La plupart d'entre elles sont maintenant publiées sur le site du SGPI. Certaines d'entre elles peuvent déclarer avoir fait le plein des diagnostics et donc ne pas en solliciter de nouveaux. Et on ne va pas vous orienter pour l'instant puisque la liste complète n'est pas encore publiée. J'en profite pour vous proposer de poser toutes vos questions dans le chat. Nous sommes actuellement 659 inscrits, participants, et donc vos questions seront évoquées dans la deuxième partie de cette présentation.
Concernant les dispositifs de formation, vous avez bien sûr entendu la création de la lettre d'intention, dont le mécanisme peut paraître parfois un peu compliqué. La lettre d'intention fait appel à un formulaire qui est disponible sur le site de l'ANR. Et lorsque vous avez récupéré votre formulaire type sur le site de l'ANR, vous allez ensuite le déposer sur le site Démarche simplifiée. L'ensemble des liens sur ces éléments, sur ces sites, seront dans le PowerPoint que vous avez à l'image et qui sera disponible à la fin de la séance ou même pendant, si vous le souhaitez. Les lettres d'intention, ce nouveau dispositif vous permet de présenter votre projet de dispositif de formation. Il est calibré sur un 2 pages. Ce document déposé fera l'objet d'une réponse sous 3 semaines. Et donc, le mois d'août a évidemment été neutralisé. Le site Démarche simplifiée est ouvert. Vous pouvez désormais déposer vos projets de dispositifs de formation dans les différentes catégories identiques, bien sûr, à celles des dispositifs et des fiches thématiques. Si la fiche thématique n'est pas déposée, ce qui peut arriver, vous pouvez malgré tout déposer votre lettre d'intention. Pas grand-chose de plus à vous dire pour l'instant sur la lettre d'intention, à moins qu'il y ait des compléments. Peut-être par transparence avec vous, une fois que la lettre d'intention arrive, il y a un avis des coordinateurs de la stratégie à laquelle ou des stratégies auxquelles vous émargez et un avis des ministères qui est donné. Ensuite, il y a le jury est informé du dépôt ainsi que la gouvernance territoriale de la région dont est issue ou des régions dont sont issues la lettre d'intention. La lettre d'intention n'est pas uniquement un positionnement sur un projet que vous pourriez développer, mais quand la lettre d'intention arrive, ça veut dire que le tour de table du consortium du sujet est déjà fait, puisque, comme vous l'a dit Monsieur Desguilhem de la Caisse des dépôts et consignations, vous aurez ensuite 3 mois pour déposer le projet. Donc, c'est vraiment un marqueur de nous sommes prêts pour passer à l'étape 2 pour peu qu'on ait le go de l'État. Et déposer une lettre d'intention ne donne pas lieu et droit à des financements. On est au début du processus. C'est un go ou no go pour déposer le projet. Une fois que le projet est déposé, ensuite, il est poussé vers le jury qui fait son travail comme il l'a fait préalablement de manière indépendante. Et le jury, par la suite, fait la proposition à l'État des projets qu'il propose à être retenus. Donc, il n'y a pas d'octroi financier à l'étape de la lettre d'intention. Merci. Concernant le dispositif, lorsque la lettre d'intention a été validée, acceptée, on entre dans la phase du jury et je vais laisser le soin à Rodolphe Dalle de présenter la suite de ce dispositif. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Super. Merci d'être si nombreux, effectivement. Rodolphe Dalle pour l'ANR. Alors, sur la question des dépôts de candidature de dossiers complets à la suite de l'acceptation de la lettre d'intention, finalement, la première information importante à retenir, c'est que par rapport à la première saison, il y a finalement assez peu de modifications. Une fois que votre lettre d'intention a été acceptée, eh bien, vous allez constituer votre dossier avec le dossier de soumission de 15 pages, les annexes financières et les lettres d'engagement qui vont bien, l'avis du recteur si effectivement le dossier portait essentiellement sur l'enseignement scolaire. Alors, pour rentrer peut-être un peu plus avant dans le détail de ce dossier, c'est la slide suivante. Évidemment, votre dossier et les 15 pages dont on parlait préalablement vont vous permettre de présenter le contexte, les enjeux finalement auxquels le projet répond, la manière dont il s'articule, se positionne avec les différents éléments de diagnostic que vous aurez pu repérer, soit en allant
récupérer les informations des diagnostics antérieurs, soit en allant faire un diagnostic territorial précis à votre échelle et à votre main, en réunissant toute une série d'informations nécessaires. Vous allez également faire une description de votre dispositif, que ce soit un dispositif de formation qui réponde à des enjeux d'évolution de compétences ou à des évolutions de l'offre de formation, notamment à travers des montées de cohortes. Mathieu, dans le propos liminaire, soulignait l'enjeu de réponse finalement aux besoins économiques. La création de places peut être une façon d'y répondre. L'autre façon d'y répondre, c'est de modifier finalement le périmètre des compétences attendues par les employeurs dans les dispositifs de formation déjà existants, et donc d'avoir une action significative sur la manière dont l'ingénierie pédagogique est aujourd'hui construite. Mais évidemment, pour pouvoir répondre à ces enjeux de dispositifs de formation, encore faut-il avoir suffisamment de candidats à former. On voit que entre les cartes de formation existantes aujourd'hui et d'autre part les viviers finalement ou les flux entrants de candidats vers ces formations, et bien parfois il y a une dissymétrie assez importante. Et l'un des objectifs et l'une des nouveautés de cette saison 2, c'est de pouvoir proposer des manières d'aller abonder finalement en candidature les formations qui sont existantes et qui permettront de répondre aux enjeux. Le dossier précisera également les résultats et l'impact attendu par les dispositifs qui sont les dispositifs proposés et également la manière dont peuvent être diffusés les résultats. J'essaye d'aller assez vite pour laisser plus de place aussi à l'interaction par la suite. Le deuxième point, c'est l'organisation et le pilotage du projet. A été mis en évidence tout à l'heure l'importance de la mise en place de consortia pour répondre aux enjeux de formation qui sont visés par compétences et métiers d'avenir. Du coup, la manière dont le projet va être gouverné, organisé, structuré et dont le pilotage va pouvoir être conduit sont évidemment des choses importantes. Et on attire votre attention de manière spécifique, particulière, sur le troisième item de ce point-là, la pérennisation. Compétences et métiers d'avenir, à travers cet appel à manifestation d'intérêt, à travers des subventions qui vont pouvoir permettre l'accélération et le développement des projets, n'a pas vocation à garantir la pérennité dans la durée des dispositifs portés. Donc, il est important, dès l'entrée, d'envisager les modalités de pérennisation, de mettre en évidence la manière dont vous allez pouvoir travailler cette pérennisation. Il y a en gros deux grandes voies. La première voie, c'est le reformatage de l'offre de formation et donc à partir de là, la manière dont on peut équilibrer les choses, ou alors le développement de nouvelles ressources qui vont permettre de garantir la pérennité des projets mis en place. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment la justification des dépenses du projet avec la capacité à expliquer la manière dont vous allez structurer le cadre financier de votre projet et comment vous budgétisez chacun des postes de dépenses. Pour les nouveautés de cette deuxième saison, peut-être faire un focus justement sur les volets les 4 volets dont Nathalie parlait initialement. 4 volets sont structurants pour cet appel à manifestation d'intérêt dans sa deuxième saison. C'est à la fois le volet dispositifs transversaux et d'attractivité. Le centrage ici est mis principalement sur la manière d'amener finalement plus de flux entrants sur les formations qui sont des formations aujourd'hui dont ont besoin à la fois les entreprises et l'ensemble en fait de l'activité économique du pays à l'échelle de chacune des stratégies nationales telles qu'elles ont pu décrire les besoins. Le deuxième volet, ce sont les voies d'excellence professionnelle et technologique. Mathieu a souligné l'importance des campus des métiers et des qualifications. Et évidemment, l'objet, c'est bien de faire ce lien -3 + 3 et de montrer comment
sur la voie technologique et la voie professionnelle. On peut mettre en place des dispositifs, là aussi, qui vont permettre de répondre aux enjeux territoriaux, mais aussi aux enjeux économiques. Les voies d'excellence académique, qui sont le troisième volet, concernent à la fois une partie post-bac et une formation master-doctorat et attractivité internationale. Je soulignerai simplement la partie CPES, qui sans doute est la chose la plus nouvelle. Et puis, de l'autre côté, souligner l'importance du rayonnement et de la partie peut-être R&D qui est singulièrement significative. Enfin, le quatrième et dernier volet, c'est l'accompagnement des parcours professionnels. Et là aussi, je ferai juste un focus sur quelque chose de nouveau à travers notamment la mise en évidence de la VAE avec la nouvelle loi sur la VAE et la nouvelle organisation de la VAE. L'expérimentation REVA a pris fin et s'est traduite ou s'est concrétisée par la nouvelle loi sur la VAE. Et bien entendu, l'AMI-CMA peut accompagner la manière dont on peut imaginer des dispositifs qui vont favoriser ces parcours individuels à travers la validation des acquis de l'expérience et la mise en place notamment de la FEST également. Ça paraît important de souligner ces 4 volets puisqu'ils sont nouveaux. Néanmoins, ils doivent s'articuler avec les stratégies nationales qui, elles, étaient déjà existantes dans la première saison de CMA. Et ces stratégies nationales ont été regroupées par objectifs présidentiels, ce qui permet d'avoir une approche un peu plus synthétique. L'enjeu, c'est de croiser en fait ces volets avec ces stratégies nationales et de montrer comment on peut répondre par là même à un certain nombre de besoins qui sont plus ciblés du coup et sans doute plus focalisés. On sera attentif également à la question de la zone géographique de couverture du dispositif de formation dont les niveaux ont été précisés dans le propos liminaire de Nathalie, national, intra-régional ou régional. Et enfin, j'attire votre attention sur les indicateurs et les typologies de formation envisagées. L'enjeu, c'est d'emblée de pouvoir se projeter sur la totalité de la durée du projet concernant les indicateurs et sur les types de formation, de voir si vous êtes sur des dispositifs de formation initiale, de formation par apprentissage ou de formation continue, de formation tout au long de la vie. Concernant peut-être l'annexe financière, quelques éléments là aussi qui sont un peu différents par rapport à la première saison. Premièrement, l'idée c'est une annexe financière commune, quel que soit l'opérateur, ANR ou Caisse des dépôts et peut-être la possibilité ou la nécessité de compléter cette annexe financière commune avec des éléments particuliers en fonction des besoins des opérateurs. Mais l'idée, c'est bien de converger. Rappelez que le financement France 2030 atteindra un maximum de 70% du coût du projet, hors dépenses bâtimentaires et frais d'environnement. Donc l'idée, c'est bien de centrer le financement des projets sur le fonctionnement, sur les dépenses de personnel et sur les dépenses d'équipement. La nécessité de faire apparaître 30% de cofinancement. Et bien sûr, ces 30% de cofinancement, ils viennent aussi dans la perspective de la pérennisation du projet que j'indiquais tout à l'heure. Et enfin, peut-être signaler la nécessité de travailler d'emblée à des cofinancements. Voilà, je ne sais pas, Michel, si tu veux rajouter des éléments sur ces points budgétaires. J'ai une question. Du coup, Rodolphe, c'est bon pour toi? Ouais. L'idée, c'est d'être assez synthétique pour laisser peut-être plus de place aux questions, d'autant qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Juste une question préalable, j'aurais souhaité savoir si Bernard Saint-Giron, président du jury, était avec nous pour… Je ne le vois pas, mais peut-être est-il là. C'est vrai qu'on a beaucoup de participants
Et du coup, Monsieur le Président, si vous nous entendez, bon, peut-être pas. Donc, auquel cas, on lui redonnerait la parole plus tard. Et du coup, on peut avoir le jeu de questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, aux questions-réponses, il y a Rennes, Maria et Swan qui vont alterner. Et on attend la première question, du coup. Je commence. Donc, peut-on adresser plusieurs thématiques? Exemple, diversité, excellence et développement durable. Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée pour nous dans le nouveau cahier des charges, c'est d'avoir des éléments structurants. Ça ne signifie pas que du coup vous devez traiter un seul sujet. D'ailleurs, le sujet de la diversité peut être tout à fait transverse, de la même manière que le sujet sur les attendus en termes de mixité. Pareil, c'est un sujet transverse. Donc oui, il vous est possible, en fait, l'idée est que vous puissiez identifier les objectifs auxquels vous répondez, tels qu'ils sont mentionnés, objectifs et leviers, en précisant sur quels axes vous travaillez, sachant que ça peut aller de l'attractivité et donc dès le plus jeune âge, parce que on sait que les compétences scientifiques et créatives sont absolument nécessaires pour ensuite continuer à développer cette culture scientifique au sens large pour avoir les apprenants que l'on attend. Effectivement, tout cela est combinable et donc vous avez à cocher à la fois les objectifs ou l'objectif auquel vous répondez et les stratégies qui sont particulièrement là où les stratégies qui sont particulièrement identifiées. L'idée, c'est bien d'avoir ces continuums, mais de bien savoir sur quoi vous êtes positionné dans le cadre de votre réponse, de manière à ce qu'il y ait des réponses qui soient bien ancrées, résolution de problématiques identifiées, et non pas, par exemple, l'attractivité pour l'attractivité. Sur le périmètre géographique, oui, ça peut être une réponse à l'échelle régionale, interrégionale ou nationale. Nous avons eu des réponses nationales, un projet comme le Quantique qui embarquait 21 universités à travers le territoire français, mais ça peut être interrégional sur certains sujets sur la même thématique ou régional par rapport à des sujets définis, en tout cas des sujets que vous avez à hacker sur votre ou vos territoires. Par conséquent, le consortium et la liste des partenaires doivent refléter cette expression, en tout cas géographique, de votre proposition, de la proposition que vous réaliserez. Est-ce que les frais d'environnement sont pris en compte dans le calcul du taux d'aide? Non. Un point pour Michel. Comment se fait l'accès des universités au site démarche simplifiée? Il n'y a pas de complexité ou d'empêchement particulier pour les universités ou les OF ou autres. Donc, le numéro de la démarche, c'est 6940, quelque chose comme ça, non? Tu dis quelque chose, soit. On va vous mettre dans le chat le numéro de la démarche, parce que démarche simplifiée, il y en a des centaines. Et donc, vous aurez le bon petit numéro. Donc, c'est démarche-simplifié.fr et vous communiquez ce numéro. 69 079, mais ça va être mis dans le chat. Donc, tout un chacun peut accéder à démarche simplifiée. Donc, y a-t-il place pour des projets? Non, on va avoir des secrets d'État en ligne. C'est excuse-nous. C'est qui te fait une blague. Allez-y. Donc, y a-t-il place pour des projets ne relevant pas de la technologie? Alors, si on se réfère aux différentes thématiques,
potentiel, oui, tout n'est pas technologie. Il y a notamment les industries de l'agriculture et de la créativité. Il y a l'alimentation durable, qui n'est pas forcément de la techno non plus. Il faudrait peut-être. Oui. Compétences et métiers d'avenir est centré sur la transformation de notre appareil de formation, de l'ingénierie de formation. Donc normalement, ça doit être sur les transitions que l'on porte, donc ça doit être éminemment humain sur en tout cas les réponses des dispositifs de formation. En annexe du cahier des charges, vous avez l'ensemble des objectifs qui sont assignés à France 2030 et auxquels cette formation des talents répond. Et donc, il y a effectivement le secteur santé, le secteur ville durable, le secteur agriculture. Donc, les 10 objectifs sont repris, sont déclinés en stratégie nationale. Et c'est donc, voilà, bien effectivement, pour peu que vous répondiez à la couverture des objectifs et leviers qui sont mentionnés, effectivement, tout est recevable dans ce cadre-là. À quel moment va apparaître le règlement financier? Au moment opportun. Donc, oui, pour dire les choses de manière plus complémentaire, il y a un tout petit peu de temps puisque la construction, vous l'avez bien compris, est en 2 phases avec les lettres d'intention d'une part et les dossiers ensuite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille à une annexe commune avec la caisse et il nous faut un tout petit peu de temps pour caler un certain nombre d'éléments. On était, pour tout vous dire et être parfaitement transparent, en train d'en discuter juste avant le webinaire. Donc, il nous faudra encore quelques séances de travail de façon à avoir complètement convergé. Ça te va, Michel, comme réponse? Remarquable. Voilà, vous avez vu un travail de duettiste parfaitement rodé, même à distance. Donc, une question sur le consortium. Quelle est la taille minimale et maximale des consortiums retenus en termes de nombre de membres signataires de l'accord de consortium? Alors, le consortium doit obligatoirement avoir en son sein des employeurs ou leurs représentants, des organismes de formation ou d'accompagnement et des donneurs d'ordre public, du coup, dans l'achat des formations. Donc, il y a c'est le consortium obligatoire, on va dire, le minimum requis. Et ensuite, il y a puisque la transformation de l'appareil de formation se fait pour répondre aux transformations de notre société, en réponse avec les besoins de l'économie. Donc, il y a à la fois une articulation interne, le MESR le disait, par rapport au contrat d'objectifs, de moyens et de performance. C'est également écrit dans le cahier des charges pour l'enseignement scolaire, où on doit être relié également au dialogue stratégique régional de performance. Mais il y a aussi les besoins de l'économie. Donc, un dossier qui arriverait sans une représentation des employeurs ou de leurs représentants pour lesquels ces transformations de l'appareil de formation est à réaliser, il manquerait une jambe au triptyque, en tout cas. Donc, c'est la taille minimale du consortium qui est attendue. Et ensuite, il y a les partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires absolument essentiels. Je pense aux collectivités territoriales, aux régions, notamment pour certains sujets. Donc, il y a les partenaires qui viennent compléter ce consortium et qui nous donneraient à penser, une fois que la lettre d'intention arrive, que le tour de table a effectivement fait preuve d'alliance et de synergie sur les territoires pour dire qu'on n'a pas de trou dans la raquette ou de maillons manquants au chaînage qui pourrait être un obstacle à la réalisation du projet. Okay. Peut-on imaginer que le cofinanceur soit la région? Peut-on être sur 2 régions différentes voisines? Donc oui, bien évidemment, on peut tout à fait espérer sur les sujets, par exemple, de l'infra-bac, sur la transformation de la carte des formations, que la région soit un des cofinanceurs. Bien entendu, c'est même attendu. Sur les cofinancements, ce n'est pas seulement
numéraire, mais également en valorisation de journée homme, que vous pouvez faire valoir cette valorisation. Et oui, ça peut être sur plusieurs régions à partir du moment où le besoin est démontré et plus les alliances sont pertinentes, plus du coup le projet se positionne correctement. Mon collègue, M. Mercier-Pierre du ministère de l'Éducation nationale l'a pointé. Nous avons une saison 1 avec déjà de beaux lauréats. Le niveau est du coup de fait, comme nous avons déjà des éléments de réponse, encore plus exigeant. Et les fiches reprennent les bilans de la saison 1 pour que vous puissiez vous saisir de ce qui a été déjà réalisé, déjà financé, pour que vous puissiez vous positionner clairement. Mais oui, plusieurs régions peuvent être associées sur les réponses dès la lettre d'intention. Il faut pourtant donner un budget chiffré dans la lettre d'intention. Ce budget doit-il être très prisé, celui qui sera indiqué 3 mois plus tard dans le dossier complet? Alors, c'est un petit peu, il y a 2 niveaux de réponse. Le premier, c'est que quand vous déposez la lettre d'intention, globalement, c'est que vous savez à peu près sur quelle ambition vous vous êtes entendu pour porter le projet. Et donc, par ailleurs, une lettre d'intention n'est pas un projet pré-réalisé, donc il vous faut la latitude pour pouvoir ajuster en tant que de besoin au fur et à mesure des propositions que vous aurez faites en fonction du diagnostic. Donc évidemment qu'il y aura des marges de manœuvre, c'est qu'on s'entende au départ sur une intention et ensuite au moment du dépôt du dossier, ces éléments seront réévalués. Donc on ne vous attend pas à la virgule près sur la correspondance parce que ça n'aurait plus de sens. Ça couperait l'agilité dont vous avez besoin entre l'intention du départ et la mise en œuvre du projet. Mais je le redis, la lettre d'intention doit signifier que vous êtes déjà au clair sur la réalisation que vous souhaitez, sur la proposition que vous souhaitez faire. Quand vous dites 2 pages pour la lettre d'intention, les éléments demandés semblent nombreux. Faut-il que l'ensemble tienne sur 2 pages ou ces 2 pages ne concernent qu'une partie de la lettre? Alors, 2 pages, c'est 2 pages. Un certain nombre d'informations dans le document type que vous allez récupérer sur le site de l'ANR, vous verrez qu'en fait, les 2 premières pages sont déjà beaucoup d'informations qu'on vous demande de cocher, de renseigner, et qui vont permettre déjà de faire un cadrage assez important de l'intention portée. Les 2 pages ensuite, c'est vraiment l'expression de votre projet, qui évidemment doit apparaître suffisamment mature tout de même pour être validé. Une simple lettre d'intention assez générique prendrait le risque, si elle ne donne pas d'indication sur le nombre de formés, sur la volumétrie du budget, sur le périmètre du consortium. Vous voyez, on redit un peu toujours la même chose. Donc, il est peu vraisemblable qu'une lettre d'intention vite gribouillée sur un coin de table ait la capacité à convaincre de déposer un dispositif de formation ensuite. On a une question sur les diagnostics. Alors, les diagnostics peuvent-ils se centrer non pas sur des filières, mais sur les candidats potentiels en l'occurrence, pour le volet attractivité et inclusion? Nous souhaiterions étudier les représentations, comportements qui déterminent les choix des chômeurs à se diriger en formation et comment ils s'orientent et que faut-il proposer pour faciliter leur engagement? Alors, le diagnostic, c'est 5 pages. Ce qu'on vient d'entendre aurait peut-être vocation, comme ça a été le cas de propositions à peu près analogues sur la première saison. Je pense qu'il faut faire l'effort de faire cette proposition sur 5 pages et on verra bien quelles seront les réponses qui peuvent être un encouragement à compléter la question d'ailleurs, puisque le traitement des diagnostics est directement traité dans le comité de pilotage. Et donc là, la réponse, elle est en moyenne sous 1 mois et demi. Donc, ne perdez pas l'occasion de proposer un diagnostic. Toujours sur les lettres d'intention,
peut-on déposer un projet sans passer par la lettre d'intention? Et si plusieurs projets dispositifs de formation, doit-il y avoir plusieurs lettres d'intention? Une lettre par projet. On ne peut pas passer au dépôt de dossier sans avoir déposé une lettre d'intention. La lettre d'intention aura le go ou le no-go avec un avis porté par les coordinateurs de stratégie et les ministères. Donc, il n'est pas possible sur la saison 2 de passer directement à l'étape dispositif de formation, puisque comme il y a déjà un existant, nous voulons être assurés que ce ne soit pas redondant et par ailleurs, cela permet de ne pas engager des dossiers lourds qui vous mobilisent extrêmement de 15 pages en disant à l'issue que finalement ce n'est pas ce qui est attendu. La lettre d'intention permet également un accompagnement parce que si toutefois vous n'avez pas de go pour déposer le dispositif, le retour vous sera donné sur les motifs qui ne permettent pas de déposer le dispositif. Ça permet également du coup de raccourcir le temps de ce qu'on appelle les levées de réserve parce que certains projets étaient retenus avec des réserves parce qu'il y avait des manques qui nous semblaient importants ou des éclaircissements à apporter qui prennent du temps sur la phase de contractualisation. Alors que là, l'idée est de lever ces réserves préalablement. Donc, avoir un no-go à un moment donné sur la lettre d'intention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas revenir, mais qu'il vous faudra prendre en compte certains éléments avant de pouvoir revenir. Et enfin, on l'a dit, ça sera sélectif, donc toutes les lettres d'intention ne seront pas retenues. Il y a un niveau d'excellence qui est visé, donc c'est pour vous permettre de vous dire là où voilà, vous êtes attendu. Donc non, vous ne pouvez pas déposer un dispositif de formation sans avoir préalablement eu un go sur la lettre d'intention. Une question? Y a-t-il finalement des thématiques saturées et non éligibles pour les dispositifs de formation? Donc là, c'est l'ensemble des fiches qui reprennent les besoins des stratégies, les besoins encore prégnants. Donc certaines ont du coup parfois fermé les possibles, d'autres ont répondu à beaucoup de sujets, sauf par exemple, je pense à l'attractivité au niveau international pour le quantique. Donc je vous invite vraiment à vous référer aux fiches qui décrivent les besoins encore actuels sur les stratégies. C'est pour ça qu'il y a eu à la fois un bilan et un repositionnement de ce qui était attendu sur ce que vous nommez les stratégies saturées. Si on a réalisé un diagnostic sur plusieurs stratégies de France 2030, peut-on élargir le dispositif de formation en incluant d'autres axes thématiques? Oui, pour peu que vous ayez les éléments de diagnostic en votre possession. Le dossier dispositif de formation commence par un état des lieux de votre problématique. Si c'est un état des lieux générique, non centré, ancré dans la problématique que vous traitez, déjà, ça donne une indication sur le fait que les éléments de réponse ne vont pas chercher à résoudre une situation. Donc oui, vous pouvez aller plus loin que les diagnostics que vous avez déposés, à la condition que vous ayez les éléments qualitatifs et quantitatifs du problème que vous avez à résoudre sur l'élargissement du spectre que vous souhaitez. Le consortium peut-il être modifié par rapport à la lettre d'intention? Oui, c'est écrit que si toutefois il y a un porteur de projet prévisionnel, mais que durant l'évolution du travail,
il vous a semblé plus pertinent que le pilotage passe de la région au rectorat ou de l'université à la région, enfin peu importe, c'est possible de le faire évoluer au même titre que le consortium, à la condition que les 3 entités employeurs, OF et donneurs d'ordre soient bien représentées dans le dit consortium. Toujours sur les consortiums, des lauréats de la saison 1 peuvent-ils faire partie d'un consortium saison 2? Alors oui, ils peuvent, à la condition qu'ils aient les ressources humaines pour le porter. On a par exemple un sujet, hein, je pense par exemple à des GIP qui ont été lauréats, en tout cas partenaires ou lauréats de plusieurs projets, puisque les sujets sont holistiques. Il nous faut être rassurés sur les capacités des entités présentes dans les consortiums et partenaires. Donc, c'est possible à la condition que les ressources humaines de gestion de projet soient rassurantes dans le cadre de la réponse à l'ANI CM1. Une université privée peut-elle être porteur du projet au sein d'un consortium? L'annexe financière serait-elle différente, coût complet, coût marginal? Alors, une université peut répondre et être porteur de projet sur les annexes financières. Je laisse les collègues répondre. Alors, la saison 2, comme vous le disiez Rodolphe tout à l'heure, propose une modification de la règle de calcul et l'annexe financière commune donc sera modifiée en conséquence. Donc il n'y aura pas le choix. D'ailleurs, dans les questions qu'on l'a vu tout à l'heure, certains disaient quelle est l'annexe financière que je dois apprendre, celle enseignement sup ou secondaire. Donc il n'y aura plus qu'une seule annexe financière, un seul dispositif de calcul. Donc, chaque candidat aura la même annexe financière, qu'il soit suivi par l'AMR ou qu'il soit suivi par la Caisse des dépôts et consignations. Il n'y aura plus qu'une seule annexe financière. Avec un tout, on pourra, en particulier à la Caisse et compte tenu de nos dispositifs de contrôle interne, vous demander des compléments d'information. Vous nous proposez un projet sur la communication et la commercialisation pour faire valoir le nouveau dispositif REVA, peu connu des entreprises. Moi, je pense que la lettre d'intention est un beau sujet dans ce cas-là. Oui, faites la proposition et puis en tout cas, ça ne pourra pas être uniquement un sujet de communication. Je le redis, hein, l'ANI CM1 est dédiée aux talents, aux compétences qui sont d'ailleurs le trait d'union entre la formation et les emplois et métiers et la mobilité. Donc, ça peut être un des points, mais en tout cas, ça ne pourrait pas être un sujet uniquement de communication sur un sujet donné. Y a-t-il des attentes vis-à-vis de l'insertion professionnelle et la réduction du nombre de demandeurs d'emploi? Alors oui, vous avez vu hein, dans les parcours professionnels, c'est tous les types de publics qui sont mentionnés. Donc tous ces sujets-là sont partie prenante de l'ANI CM1. Après, dans certaines régions, on tend sur du plein emploi. Donc c'est peut-être comment justement attaquer le noyau qui n'est pas encore où cette transformation n'est pas encore possible. Donc oui, ce sont des sujets, qui répondent différemment, en tout cas qui doivent être traités différemment selon le contexte économique des régions, mais effectivement, il y a des attendus sur le sujet. Une question sur les diagnostics. Donc, devons-nous obligatoirement former un consortium embarquant au moins une des catégories? Alors, l'expérience a montré dans la saison 1 qu'il n'y avait pas systématiquement des consortiums et que finalement l'intérêt du diagnostic et les moyens mis en œuvre et la capacité à y faire face étaient déterminantes. Donc, et en tout cas, pas de consortium pléthorique tout à fait inutile.
Pour un projet de formation interne CMQ, quels sont les attendus en termes de diagnostic si on ne s'appuie pas sur une phase de diagnostic commune? J'ai pas bien compris, c'était une formation interne? Pour un projet de formation inter-CMQ. Inter-CMQ. Au sein d'une région, je pense. Et après la question. Quels sont les attendus en termes de diagnostic si on ne s'appuie pas sur une phase de diagnostic commune? Alors, le cahier des charges prévoit deux solutions. Soit vous n'avez pas de diagnostic que vous avez établi préalablement ou qui existe par ailleurs, et vous proposez la première phase de la NICERA de réaliser un diagnostic ad hoc, soit vous justifiez dans votre proposition d'éléments constitutifs d'un diagnostic préexistant sur lequel vous appuyez votre projet. En lien avec une stratégie nationale de fédération. Oui. Est-ce que vous encouragez, privilégiez, des dossiers interrégionaux ou nationaux sur des projets plus locaux? Non, en fait, ça va être la pertinence de la proposition par rapport au diagnostic que vous identifiez. En tout cas, on a eu tous les niveaux de réponse sur la saison 1. Ce que l'on privilégie, c'est les synergies pertinentes et les alliances pertinentes sur le sujet que vous voulez hacker. Voilà. Donc, on ne se dira pas, puisque c'est national, ça a davantage de valeur, mais selon le sujet que vous traitez, du coup, à quel niveau il vous faut traiter le sujet pour que ce soit réalisable et que vous puissiez vous engager dans la réussite du dispositif de formation. Quels sont les donneurs d'ordre public classiques et moins classiques d'un consortium? Donc, il y a les collectivités territoriales, France Travail, Pôle emploi, France Travail, les OPCO, les rectorats, les universités. Voilà, donc c'est vraiment, je vous enjoins à lire le cahier des charges parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont, en tout cas, dont les éléments de réponse sont dans le cahier des charges. Les documents essentiels, ce sont les lectures des ambitions de la NICEM traduites dans le cahier des charges, les fiches, en tout cas les sujets des orientations des politiques ministérielles qui éclairent l'ambition CMA en fonction des différents ministères et des attendus, et les objectifs qui sont décrits de manière générique et en fiches thématiques. Vraiment, c'est important parce que ça vous évitera de vous engager sur des sujets qui, du coup, ne sont pas dans les objectifs de France 2030 et dans la formation des talents que nous souhaitons promouvoir grâce à vous. Juste qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, juste pour dire quand même que c'est pas il ne faut pas imaginer que c'est une réponse Lego, en fait, où on va aller chercher des bonnes personnes pour faire le total. C'est vraiment la pensée d'une problématique et un regard pour répondre à la problématique que j'ai posée en lien avec France 2030, de qui j'ai besoin. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on est plutôt dans l'essai d'avoir de la bonne copie, la bonne réponse. Ça n'est pas le cas. Il y a des réponses variables. La seule chose, c'est que vous devez démontrer d'abord, dans une première phase, mettre d'intention, puis après au jury, c'est le plus important. Vous avez vraiment le bon tour de table pour répondre à la problématique. Vous êtes en phase avec les objectifs de France 2030 et vous êtes à la hauteur des enjeux. Parce qu'il y en a tellement, je vois que ça défile, il y en a encore d'autres. Donc, Le modèle de dossier de réponse d'un projet de formation Bac+5 porté par une université, mais qui vise la formation continue des salariés d'entreprise, doit-il être le modèle enseignement supérieur ou scolaire et formation continue? Il n'y a plus qu'un seul modèle, donc plus de problème. Dans le cahier des charges, il y a une annexe 3, on retrouve les secteurs éligibles. Si un objectif n'est pas éligible, on ne peut pas se mettre de projet dessus. C'est ça? La réponse à l'AMI compétences et métiers d'avenir, compétences et métiers d'avenir est un dispositif France 2030. 10 objectifs et leviers ont été définis. Ces objectifs et leviers sont illustrés par des stratégies claires
clairement identifié. Si vous ne rentrez pas dans ce champ-là, vous ne pouvez pas répondre à la MICMA. Après, c'est quand même extrêmement large. Mais en tout cas, si vous êtes dans des sujets comme l'hôtellerie, comme les soins à la personne, vous ne pourrez pas répondre dans cette phase-là de la MI-CMA au sujet. C'est dans les objectifs assignés à France 2030. Et il y a déjà de quoi faire. Quelle est la date limite de dépôt des candidatures? Alors, le changement pour cette saison 2, on est passé dans un dispositif au fil de l'eau. C'est vrai que ça bouscule en fait les habitudes préalables. Ce fil de l'eau a été mis en place suite au déplacement de notre secrétaire général pour l'investissement dans l'ensemble des régions de France, où on disait, où en fait le retour qu'il y avait, c'est que les grands butées de levée avec un gros dossier à faire en one shot étaient complexes pour les équipes. Donc il y a eu la décision de 2 éléments. Le premier, c'est le 2 pages qui vous permet de savoir si vous êtes dans la cible attendue et si vous pouvez y aller. Et le deuxième élément, c'est le fil de l'eau. Donc quand vous déposez une lettre d'intention, il y aura 3 semaines pour que vous ayez un retour de l'État. Une fois que vous l'avez déposé, vous aurez le go sur la lettre d'intention. À partir du go, vous aurez 3 mois pour déposer le dossier. Et cela sur l'année et demie de la saison 2 de la MI-CMA. Donc, il n'y a plus les grandes levées butoirs telles que nous avions. Quand vous êtes prêt, vous déposez la lettre d'intention. Vous avez le go au bout de 3 semaines ou le no-go et auquel cas il faut retravailler la lettre d'intention. Et ensuite, vous avez 3 mois pour déposer, mais il n'y a plus ces temps de grande butée. Pour ce faire, le jury va être augmenté de différents membres pour justement arriver à traiter ce fil de l'eau, dont certains seront d'ailleurs des représentants de la jeunesse pour qu'il y ait aussi le sujet de la désirabilité des métiers par rapport au public pour qui sont faites ces formations, donc sans parler de la formation continue. Donc voilà, c'est vrai que c'est différent de la première saison. On passe sur ce qui est appelé le fil de l'eau. Vous pouvez déposer quand vous êtes prêt sur la MI-CMA qui a une enveloppe dédiée, je le dis même si c'est écrit, de 700 millions d'euros pour cette saison 2. Plusieurs questions autour des fiches thématiques, notamment la fiche thématique culture et la fiche thématique enseignement et numérique, qui aujourd'hui ne sont pas publiées sur le site du LGPD. Donc, elles vont arriver sous peu. Si on retourne sur le consortium, il y a également plusieurs questions autour de la notion d'employeur. Peut-être plus précis sur la notion. Donc, employeurs ou leurs représentants, il s'agit des petites, moyennes et grandes entreprises, des groupements d'employeurs, des comités stratégiques de filière, des organisations professionnelles, des syndicats, des fédérations professionnelles, des opérateurs de compétences, etc. Donc, encore une fois, c'est écrit dans le cahier des charges. Ce sur quoi je veux insister, c'est que nécessairement dans le consortium, à l'instar d'ailleurs des CMQ, pour qu'on ait un format gagnant, il nous faut à la fois avoir les OF ou les organismes d'accompagnement, les donneurs d'ordre, mais également les employeurs ou leurs représentants. Peut-être pour lever une ambiguïté sur les lettres d'intention. Donc, on a une question qui est: faut-il déposer 2 lettres d'intention si notre projet de dispositif de formation se propose de réaliser un diagnostic préalable ou chemin faisant pour adresser de nouveaux publics ou thématiques? Okay. Et là, clairement, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, puisqu'il y a un diagnostic et un dispositif de formation. Alors, pour les diagnostics, pas besoin de lettre d'intention. Le diagnostic, la demande diagnostique est déposée directement sur le site de soumission de l'ANR. Et évidemment, s'il y a un projet de dispositif de formation, il doit être précédé de la lettre d'intention. Le traitement au fil de l'eau est assuré jusqu'à 2025 au plus.
On est, je pense, sur une année et demie, 2 ans. On a une enveloppe contrainte. La première vague a été sur 1 an et demi, 800 millions d'euros. Donc voilà, la deuxième vague, on la projette sur 1 an et demi, 2 ans. Déposer le plus vite possible, parce que c'est jusqu'à l'épuisement des fonds. Hein. À la condition d'être prêt, de ne pas voilà, avoir un niveau d'ambition. Sinon, il n'y aura pas le go. Donc, il y a ce sujet-là aussi, quoi. Une fois le dossier déposé, quel est le délai d'acceptation ou refus? Une fois la lettre d'intention? Non, le dossier. Le dispositif de formation, j'ai entendu parler de 4 mois. Ouais, en fait, c'est compliqué de répondre à la question puisqu'il y a un process qui est un process d'étude par le jury, ce qui est une première chose, avec plusieurs phases, une phase d'étude sur dossier, une phase d'audition. Et ensuite, on a des décisions qui sont prises en comité de pilotage. Et après, il y a la question des notifications et des retours. Et cette dernière phase peut être d'une durée un peu variable en fonction des contextes et des situations, ce qui fait qu'on peut se retrouver à avoir des choses qui peuvent aller assez vite et d'autres qui peuvent aller moins vite. Ça, c'est ce qui s'appelle faire une réponse de Normand, mais on ne peut pas en faire beaucoup d'autres, je crois. Mais si dans la salle, vous avez des éléments plus précis, moi, je suis preneur aussi. Ça devrait être plus rapide qu'avant, c'est ça l'idée. Bah, l'objectif, en tous les cas, c'est celui-là. Et après, il y a ce qu'on maîtrise et puis il y a ce qui ne nous appartient pas. On peut peut-être justement faire un petit retour sur la saison 1 et des questions qui sont passées par le chat concernant la publication des résultats de la 3e vague, parce que vous devez avoir autant de frustration que nous d'ailleurs sur ce sujet. Donc, ce qui a été modifié sur la levée 3, c'est que les annonces des lauréats ont été fractionnées par le ministère et du coup, pour des raisons de confidentialité, d'égalité, on attend que le dernier soit notifié, informé avant de dire oui ou non à tous les autres, même si, chemin faisant, les lauréats ont été annoncés à différentes occasions. En tout cas, pour résumer, vraisemblablement qu'à la fin du mois de juin, l'ensemble des lauréats auront été annoncés et enfin, l'ensemble des notifications de tous ordres ont été adressées aux différents candidats. Une question sur le personnel statutaire. Quelle éligibilité de leur coût? Alors, le cahier des charges, si vous le lisez, publié récemment, dit une première chose, c'est que l'ensemble des coûts du projet seront soumis aux aides d'État. Et donc, cette analyse déterminera le niveau de subvention obtenu par un projet. Ensuite, pour constituer le coût total du projet, il pourra être admis une partie du personnel statutaire, mais qui ne seront pas éligibles aux aides d'État. Une autre question, je n'ai pas bien compris la réponse par rapport à la formation Bac+5. Est-ce plutôt éligible en formation professionnelle ou initiale? En fait, la réponse, elle dépend aussi de la manière dont le dispositif de formation est construit. Parce que le dispositif de formation sur le Bac+5 peut viser la voie technologique et professionnelle ou, à l'inverse, viser plutôt le caractère voie d'excellence académique. Donc, la réalité, c'est que le dispositif, c'est lui qui va induire le fléchage sur l'un ou l'autre des deux volets. Ou les deux, selon le dispositif. Selon les cas, absolument, Nathalie, oui, tout à fait. Une question sur la disponibilité du règlement financier et l'annexe financière. Alors, règlement financier, annexe financière, on y travaille, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, au rythme des lettres d'intention, les premiers dispositifs de formation ne pourront pas être déposés pour des raisons calendaires avant 3 à 4 semaines minimum. Donc, dans ce délai-là, nous aurons achevé la mise au point de ces documents et ils seront mis à disposition sur le site de l'AN. Les 3 mois après le go de la lettre d'intention,
sont-ils extensibles ou pas? Alors, pour l'instant, nous avons prévu qu'il y ait une réponse dans les 3 mois. Et on traitera au cas par cas si il y a besoin de dérogation, mais ces 3 mois sont importants à un premier titre, c'est-à-dire que quand il y a une lettre d'intention, que le sujet puisse aller au bout du dépôt. Il y en a qui n'arrivent pas à aller au bout. On a eu des projets qui étaient en route et qui n'ont pas pu déposer parce que généralement les lettres d'engagement peuvent être demandées à la dernière minute ou il y a soit un engagement qui est pas celui que le candidat pensait avoir et par conséquent il faut que le flux puisse, que ça ne fasse pas empêchement à d'autres projets de déposer, mais aussi parce que la lettre d'intention c'est un positionnement clair sur une problématique identifiée sur lesquelles vous vous êtes mis en ordre de marche pour répondre. Donc, c'est attendu dans les… Pardon, Rodolphe, c'est attendu dans les 3 mois avec cette situation au cas par cas et je te laisse la parole, pardon. Non, je t'en prie, je pensais que tu avais fini la phrase, excuse-moi, c'est le problème quand on est à distance. Juste pour compléter, que les gens aient bien conscience qu'au-delà de ce que tu disais, finalement, ça traduit aussi une dynamique de projet. Et l'allongement, c'est probablement aussi défavorable à cette dynamique de projet. Donc, je pense qu'il ne faut pas apprécier ces 3 mois sous l'angle de la contrainte, mais plutôt l'apprécier sous l'angle du travail collaboratif qui permet de construire le consortium de manière solide. D'ailleurs, s'il fallait avoir un décalage de ces 3 mois parce qu'on a du mal à se mettre d'accord, probablement ça traduirait des problématiques après derrière dans le consortium qu'on retrouverait aussi en contractualisation et en signature des accords de consortium. Donc moi je voulais juste souligner exactement ce que tu disais. La question elle n'est pas seulement sur une logique de dérogation par rapport à un délai qui est prévu, elle est vraiment sur une logique de dynamique de projet interne. Et par rapport à cet élément, les compétences financières sont absolument nécessaires dans votre projet dès le départ, parce que j'ai souvenir d'un projet absolument merveilleux qui pêchait par l'annexe financière parce que c'était des profs d'université qui avaient dû y travailler. Ce n'est pas leur ce ne sont pas leur cœur de métier. Nous avons des spécialistes financiers dans le jury qui ne font que l'analyse des annexes financières depuis la saison 1. Donc, ils savent vraiment où regarder pour voir la cohérence. Donc, si vous pouvez associer ces compétences financières dès le départ pour que les pédagogues puissent faire les travaux de proposition en lien avec la stratégie, tout en étant consolidés du point de vue financier par ceux qui en ont les compétences et qui permettent de mettre l'annexe en cohérence avec les éléments qui sont mis dans le dispositif de formation. C'est important, c'est regardé finement. Nous sommes soucieux de ne pas avoir de double financement, d'avoir des financements proportionnés aux projets qui sont réalisés. Dans cette dynamique projet aussi, si vous pouvez travailler par work package, parce que parfois dans les projets, tout n'est pas pris ou éligible, et du coup, ça évite de tout reconstruire au niveau de l'annexe financière à l'issue. Donc, effectivement, cette dynamique projet est importante. Le mois d'août est neutralisé dans ce délai de 3 mois. Vous pouvez partir en vacances. Une question sur le nombre de formés. Donc, combien de personnes faut-il former dans le volet 2 de dispositif de formation? Est-ce qu'il y a un seuil minimal et un ratio entre le nombre de personnes à former et le montant du budget? Alors, oui, il y a forcément un regard, et comme le signalait Nathalie, les experts financiers qui examinent le dossier ne manqueront pas de faire le rapport entre le nombre de personnes formées et le volume du budget. Alors qu'il y a un minimum, peut-être pas, mais enfin, chacun a le bon sens minimum, lui. Il ne faut pas être dans des ratios trop faibles, ou à moins que ça puisse être justifié. Le ticket d'entrée de CMA, c'est quand même 1 million d'euros, donc on peut par là même avoir une idée quand même du ratio minimum de formés, c'est-à-dire que
on peut estimer qu'il y a une volumétrie suffisamment significative pour correspondre aux enjeux financiers qui sont portés par l'AMI. Alors, d'autres questions? Le cofinancement peut-il être exclusivement constitué de valorisation ou bien faut-il obligatoirement du numéraire? Là aussi, c'est prévu dans le cahier des charges. Donc, c'est 30% d'apport minimum, soit en numéraire, soit en valorisation de journée homme, sachant que en moyenne, dans la première saison, nous étions sur du 50-50. Ça veut dire que les collectivités se sont engagées, que les employeurs se sont engagés, au-delà du coup de nos espérances, mais parce qu'ils trouvent du coup un bénéfice fort dans cet engagement financier. Hein. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est 30%. On peut aller jusqu'à 70% de subventions, mais dans la première saison, nous étions, alors que ce n'était pas obligatoire, sur du 50-50. Signe de l'engagement du coup des acteurs en termes de besoins et de la vitalité de l'engagement. J'allais dire, le numéraire qui vient du monde économique est évidemment extrêmement valorisé par le jury. Donc on vous invite, lorsque vous avez des acteurs économiques qui sont structurés, qui ont la capacité de mettre du cash dans les projets, à le faire. C'est extrêmement bien vu. Et une enveloppe indicative qui avait été donnée sur la première saison, notamment pour ceux qui traitaient des sujets professionnels, c'était autour de 15%, ce qui est un montant important, mais en tout cas, le moindre, dès que vous avez cette capacité-là, sachez que vous gagnez beaucoup de points dans le jury. Pourquoi? La réponse est qu'on sait que derrière, il y aura un investissement réel de ces acteurs dans la gouvernance et dans les décisions qui seront prises. Et donc, on peut espérer effectivement qu'il y ait un impact important de ces projets. Rodolphe Dahl de l'ANR le disait aussi sur la pérennité du modèle. Ce sera un élément discriminant aussi. En tout cas, le jury ne sera pas engagé à soutenir des projets s'il y a un questionnement sur, au-delà de l'amorçage, que se passe-t-il après? Il y a un risque d'arrêt, quoi. Donc, en fait, l'AMI, le dossier est structuré du diagnostic à la pérennité du dispositif, travailler bien le modèle de passation d'un dispositif en amorçage permis par France 2030 sur le sujet à comment ça perdure après, puisqu'évidemment, c'est un investissement, c'est une subvention d'amorçage, donc il faut qu'il puisse y avoir l'assurance que ça dure après sur les modalités que vous aurez trouvées par la suite. C'est aussi lié, quand il y a des ouvertures pures, à une stratégie plus globale quand on ouvre tel dispositif, comment on oriente vers la fermeture d'autres qui, voilà, enfin, l'AMI n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est intégré à une stratégie globale au sein des sujets de formation que vous portez. Le ticket d'entrée d'1 million d'euros est-il le ticket d'entrée hors cofinancement ou cofinancement compris? Alors du coup, il n'y a pas de cofinancement là-dedans. 1 million, c'est le montant minimum de la subvention demandée. Donc les fameux 70% maximum. Une question sur les aides d'État. Donc la totalité des subventions de toute nature et montant doivent-elles être déclarées ou n'est-il nécessaire que déclarer celles qui entrent dans le cadre des minimis? A priori, vous serez soumis à déclaration. A priori, je pense qu'on parle d'une entreprise privée du coup là. Ça, il faudra regarder la FAQ. Hein. Du coup, on a des réponses assez précises dans la foire aux questions.
Visiblement, il y a une mauvaise interprétation également sur les stratégies. Donc, on a plusieurs fois l'intervention. S'il vous plaît, besoin de comprendre l'annexe 3. Donc, j'imagine l'annexe 3 du cahier des charges. Le titre est secteur éligible, mais en dernière colonne, la majorité des secteurs ne sont plus éligibles. Attractivité, IA, verdissement. Vous confirmez qu'on ne peut pas déposer sur ces secteurs? Non. Non, en fait, éligible FRR, c'est éligible au financement européen. Donc, l'ensemble des objectifs sont les objectifs en termes de formation des talents que nous cherchons à atteindre par le biais des propositions des dispositifs de formation. Ils sont déclinés dans la colonne 2 en stratégie nationale et FFR, ce n'est pas impossible de répondre sur le sujet quand il y a non, mais c'est qu'ils ne sont pas éligibles aux fonds européens. Les entités publiques, comme un établissement d'enseignement, sont-ils financés à 100% de leurs coûts marginaux ou bien cela est-il plafonné dans tous les cas à 70% des budgets des projets? Rodolphe. Alors, une question sur le financement des établissements publics d'enseignement. Sont-ils financés à 100% du coût marginal? Alors, dans la saison 2, cette notion a été modifiée par le cahier des charges et sera précisée dans le règlement financier. Il est possible effectivement que l'ensemble des dépenses du projet, hors personnel statutaire qui lui n'est pas soumis aux aides d'État, donc toutes les autres dépenses directes du coût du projet sont examinées au regard des aides d'État et peuvent atteindre la totalité de ces dépenses-là. Cette totalité-là ne sera pas exprimée par rapport à la base des coûts exposés aux aides d'État, mais par rapport à un coût augmenté dans le cas où ce sera possible de personnel statutaire. Ça me paraît très bien. J'ai eu quelques coupures, Michel, en termes de réseau, mais ça me paraît bien comme réponse. Je suis content que la réponse te convienne. Au moins, vous êtes deux. On a plusieurs, voilà, c'est bien. On a plusieurs questions donc, sur est-ce qu'il y a une stratégie prioritaire qui couvre des projets transverses? Est-ce que c'est attractivité? En fait, je ne comprends pas le... Qui ne serait pas uniquement, donc, j'imagine, qui ne serait pas uniquement sur le périmètre d'une stratégie, mais au final, donc, qui aurait vocation à couvrir plusieurs stratégies, ou même des projets qui ne se retrouveraient pas sur l'une ou l'autre des stratégies ou des fiches thématiques telles qu'elles sont définies sur le site du SGPI. En fait, même le sujet de l'attractivité doit être centré sur les besoins de l'industrie, sur les sujets du numérique, sur les sujets identifiés France 2030. Donc, vous pouvez être transverse à la condition de répondre aux objectifs assignés dans le cadre de l'AMI CM1. Mais si on ne répond pas à une stratégie, la réponse est non. Bah oui, si vous restez en réponse à une stratégie, par conséquent, vous n'êtes pas en évaluation d'opportunité, la réponse n'est pas opportune par rapport aux objectifs qui sont assignés. D'où l'importance de se référer aux fiches thématiques. Oui, c'est essentiel, essentiel. Et peut-être dans votre proposition d'établir le lien de manière assez explicite entre le contenu du projet présenté et au moins une des thématiques CM1. Peut-être en lien aussi, je ne sais pas d'où vient la question, il y a aussi le cas de la transformation de la carte professionnelle qui, elle également, peut viser plusieurs des thématiques de CM1. Dans le cas d'un no-go suite à la lettre d'intention, quel est le délai pour se mettre à nouveau avec rectification? Le délai qui vous est nécessaire pour répondre aux raisons qui ont fait que vous n'ayez pas eu un go. J'ai vu passer un pop-up là sur une question sur le sujet des formations des formateurs. C'est un sujet essentiel, parfaitement identifié par notre président de jury, mentionné dans le cahier des charges. Le maillon
formation aux formateurs est essentielle. Nous avons eu beaucoup parfois des projets de formation à destination des apprenants sans prendre en compte cette dimension de déploiement via le sujet des formations des formateurs. Donc oui, c'est un sujet qui est essentiel d'adresser dans votre réponse. Une question sur le montant maximum que l'on peut demander sur un projet de 60 millions. 700 millions. Alors là, pareil, je vais vous faire la réponse de notre secrétaire général pour l'investissement. C'est le projet FIRST avant le budget. Voilà, c'est le projet avant le budget. Donc, c'est en fonction des besoins que vous déterminez que vous pouvez voilà, répondre. Nous avons eu des projets de 1,7 million à 42 millions, lauréats sur la vague 1. Évidemment, vous vous en doutez, ils ne portaient pas les mêmes ambitions, les mêmes sujets, les mêmes priorités. Les moyennes, ce sont autour de quelques millions d'euros, mais c'est une moyenne globale sur l'ensemble des lauréats et non pas des candidats. Et donc, en fait, c'est vraiment pas une entrée par quel budget je dépose et qu'est-ce que je décline derrière, mais plutôt quel est le sujet sur ma formation initiale, continue, en apprentissage que je veux transformer pour arriver à cette transformation dont mon territoire ou mon pays a besoin sur les sujets mentionnés. En aparté, Michel me dit que le plus gros projet était à 118 millions d'euros. Donc on peut en faire. Non, 80. À 80 millions d'euros. Donc 80 millions d'euros. En fait, fac. Donc ça fait. On peut financer 9 projets. Ne traînez pas. Il va y avoir beaucoup de déçus quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La taxe d'apprentissage peut-elle être comptée comme apport d'un partenaire industriel? Oui. Alors après, il y a 3 niveaux différents de taxe d'apprentissage. Donc c'est sûrement la part privée, c'est la part qui est libre de versement. Il y a aussi la part qui est conventionnelle liée aux conventions collectives. Et après, il y a des cotisations qui, elles, rendent notre destin. Donc je pense que l'on fait référence à la part disponible librement de versement libre des entreprises. Y aurait-il encore un exercice de qualification de chaque action en tant qu'activité économique ou non économique et d'identification du régime d'aide à appliquer pour chaque action et chaque partenaire? Si oui, les définitions et critères seront-ils précisés par rapport à la vague 2? Alors, c'est les mêmes. Parce que là, on est en train de parler des aides d'État. Nous, on ne les change pas, les aides d'État. Alors, il faut savoir que par rapport à certaines thématiques de CMA, en particulier l'industrie de la culture et de la créativité, eux peuvent avoir accès à des régimes d'aide spécifiques à leur secteur d'activité. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous avons des équipes de gens qui font une analyse détaillée de l'ensemble des prestations telles qu'elles sont réalisées, par quel type d'acteurs, pour définir, encore une fois, pour optimiser le gain en termes de captation de droits à subvention. Mais pas de différence entre la saison 1 et la saison 2. Un projet d'attractivité dans une filière prioritaire, mais ne comportant pas de volet formation, est-il éligible? Faut-il forcément prévoir une partie formation en complément de la partie attractivité? Alors, ça c'est une question excellente pour Nathalie. Est-ce que dans l'attractivité, on peut proposer un projet sans qu'il y ait d'acte de formation, donc des formés? Alors, le sujet de l'attractivité est nécessairement relié à, du coup, un suivi sur l'effet de cette attractivité sur l'orientation des flux dans les formations ou les métiers qui seront concernés. Donc, sur les dispositifs d'attractivité, ne le faites pas hors sol. Faites-le sur les sujets prioritaires de l'industrie, du numérique, etc., où on a du mal, pour le coup, à recruter. On a du mal, une fois que les formations sont proposées, à remplir les formations nouvelles
ou à remplir les formations existantes. Donc, il faudra une analyse quantitative et qualitative bien dopée pour qu'on sache que ce ne soit pas du hors-sol. Faites-le en association avec les mondes académiques qui sont concernés et puis avec une étude du suivi d'impact. L'idée, ce n'est pas seulement de reproduire ce qu'on connaît déjà sans pouvoir les évaluer. L'idée, c'est de savoir ce qui se fait déjà, ce qu'il faut changer dans ce qui se fait déjà pour améliorer cette attractivité dès le plus jeune âge. Et du coup, les propositions, en tout cas, ne peuvent pas être, ça ne peut pas être aussi non plus que du financement de contenu, de dispositifs d'attractivité sans que ce soit relié au sujet même que vous souhaitez attaquer. C'est comme si on traitait les décrocheurs sans se relier en fait à la manière dont on accompagne les décrocheurs. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut changer pour rendre les métiers et les formations. Il y a le sujet de la désirabilité des métiers que j'évoquais. Donc là, dans vos propositions, tant en termes de méthodologie que dans la réponse que vous aurez à faire, voilà, une campagne vaste de communication ne suffirait pas à répondre au sujet de l'attractivité. Un tout petit rebond sur ce que dit Nathalie, il faut dire que dans le cahier des charges, vous avez précisé aussi que parmi les réponses attendues, que ce ne soit pas la publicité, parce qu'on a souvent ce cas de figure où les gens veulent faire leur propre publicité, leur promotion. Ce n'est pas du tout l'esprit de cet appel à projet. Et donc, il sera attendu des réponses qu'elles fassent la promotion de la filière et de tous les acteurs qui contribuent à cette filière. Et éventuellement, et ce serait l'idéal, de tous les lauréats passés, saison 1, levé 1, levé 2, levé 3, et les futurs de la saison 2, pour qu'il y ait vraiment le plus d'impact possible sur la transformation qui est financée par France 2030 sur ces places d'avenir pour des jeunes et on espère d'avenir. Alors, s'il est prévu un webinaire sur le montage financier dédié, donc c'est un webinaire qui sera proposé, en tout cas de réservation de date dans pas très longtemps. Donc oui, il y aura un sujet questions-réponses spécifiquement sur ce volet pour que les opérateurs puissent vous accompagner. Je crois que ce sera la première semaine de juillet, je crois. Un petit point, donc nous avons déjà atteint le timing prévu, mais vous êtes encore 400 présents en ligne et nous avons eu aussi quelques petits soucis techniques lors de la première séance. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut peut-être prolonger encore de quelques dizaines de minutes des questions et de toute façon, il y aura une prochaine séance de questions-réponses. J'ai vu une question aussi en pop-up de Cathy Fabre sur une même région académique, des projets alors j'ai qu'une partie qui s'affiche donc sur différentes stratégies. Électronique, biomédicaments et nucléaire. Oui, ce sont 3 dossiers distincts qui traitent 3 projets différents, à moins qu'il y ait un axe transverse. Sur, par exemple, si c'est votre entrée… dans la santé, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des sujets différents, à moins que ce soit voilà, qu'il y ait un axe transverse qui puisse traiter des différents sujets. Alors, ça arrive dans le cas de la hashtag, si on a une thématique où les formations, finalement, peuvent alimenter des systèmes énergétiques, le nucléaire ou d'autres spécialités. Donc effectivement, on a des cas fréquents de dispositifs qui adressent plusieurs thématiques. Et au service d'une stratégie nationale France 2030. Voilà. Toujours. Voilà, et non pas en l'air, entre guillemets. Il faut toujours se référer, quand c'est une seule thématique, à un élément contenu de la thématique, et quand c'est plusieurs, chaque fois dans la thématique, aller trouver un point d'ancrage. Question qui concerne l'attractivité. Peut-on également parler d'attractivité de professionnels seniors issus du monde éco pour accompagner les dispositifs de formation prévus? Oui. On peut rester sur la question d'attractivité. Alors à ce moment-là, les projets concernant l'attractivité peuvent-ils également concerner la construction d'infrastructures pour les étudiants, type résidence d'étudiants? Nous ne finançons pas
du bâtimentaire. Nous ne finançons pas des CDD. Vraiment, c'est dans le cadre global qui est défini dans le cahier des charges. Je le redis, notre sujet, c'est de la formation des talents, l'ingénierie de formation, la formation des formateurs qui est reliée à ce point-là, l'équipement qui est nécessaire à rendre, je pense, au plateau technique, etc., à rendre possible cette formation, mais il n'y a pas de subvention de locatif, de bâtimentaire et de CDD. Sinon, ce sera un projet. Oui, et puis c'est pas... En fait, là où on veut masser nos efforts, c'est sur cette transformation de l'appareil des formations en lien avec les transitions que nous vivons. Donc, on se centre sur le cœur de sujet des talents en France, sur les métiers, compétences et formations qui ont été identifiés. Toujours dans les questions de la transversalité, donc les projets transverses à plusieurs volets sont-ils éligibles? Par exemple, les soft skills. Alors, oui, les soft skills peuvent faire partie du sujet, mais si vous formez aux soft skills pour les soft skills sans vous référer aux stratégies, on sera sur quelque chose en surplomb. D'ailleurs, on a déjà eu différents éléments dans des dossiers qui sont candidats qui répondent à ce sujet. Donc, ancrez bien les choses sur, en tout cas, votre proposition sur les stratégies et en faisant ce lien avec ce qui existe déjà. Je pense à l'excellent travail conduit par Jean-Marc Monteil sur Profane, qui travaille ce développement de compétences transverses pour les lycéens de la voie professionnelle. Pour le coup, il y a déjà un protocole, un déploiement connu, ça a donné lieu à des publications. Donc, dans les étapes de diagnostic, il nous importe que vous vous référiez aussi à ce qui est déjà identifié, mis en œuvre. Donc, le faites pas, en tout cas, non ancré sur une objectivation des besoins. Et peut-être en rebond de mon point de vue, c'est ce que tu dis, c'est si vous êtes à un niveau d'excellence top absolu, pourquoi pas déposer un projet sur ce sujet-là, mais c'est très risqué. En revanche, tous les autres porteurs de projets, embarquez cette dimension qui est essentielle en vous appuyant sur ce qui a déjà été fait. Enfin, je ne sais pas si... c'est un petit peu comme ça que j'entends, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller soi-même sur ce sujet-là qui est quand même très technique, très complexe, et il faut une rigueur académique forte, ce que tu as rappelé. Mais en revanche, tous les autres porteurs de projets, ne l'oubliez pas quand vous faites des projets, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont très, très attendues dans le dispositif de formation. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les attentes des opérateurs par rapport à l'attractivité internationale des dispositifs de formation? Donc, en fait, c'est dans chacune des fiches, cette dimension est décrite ou pas, et c'est quand elle est décrite que les attendus sont définis. Juste, et dans le cahier des charges. Juste peut-être un complément, Nathalie, dans le cahier des charges, puisque est explicitement nommé, les universités sont explicitement nommées, je vais essayer de le dire en français, les universités européennes. Donc, voilà, ça permet de faire un lien avec le cahier des charges, comme tu l'indiquais. Et puis, pour le ministère de Travail que l'on mène aussi, c'est dire, nous, dans la MICMA, essayez toujours de penser à mettre une petite brique, une petite enveloppe pour financer une AMOA d'écriture d'un projet européen qui, derrière, vous permet d'enclencher une dynamique internationale. La reconnaissance pour la voie professionnelle, ça passera par les centres d'excellence professionnelle, qui est un dispositif de la Commission européenne, autrement appelé en anglais les COV, dont on vous parle régulièrement. Voilà, donc faites ce lien aussi avec les COV, mais on ne va pas financer un chargé de projet international, on l'a déjà eu en saison 1, on ne financera pas un chargé de projet international pour un acteur. En revanche, on veut bien financer une AMOA pour que ensuite, avec des fonds européens, vous puissiez éventuellement avoir accès à un chargé de projet international. Qui nous semble génial, hein, mais ça sort de temps. L'idée, c'est comment on forme nos talents, comment on les garde, donc comment on ne les perd pas et comment on attire.
Pour une formation de Bac+5, la description du projet doit être rédigée en anglais. Non. C'est fini. 9 heures. Quelle est la durée pertinente d'un projet? 24 mois, 36 mois? Alors, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans. Nous avons eu des projets sur 2 ans et demi, 3 ans, une minorité. Tout cela, je le redis, c'est en fonction de où vous en êtes, le temps dont vous avez besoin. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 5 ans. On revient un peu en arrière, soft skills des lycéens Bois Pro. Est-ce que tu peux redonner le nom de la personne que tu as citée? Alors, Jean-Marc Monteil, et puis on pourra, par le biais des collègues, vous transmettre le lien de l'étude réalisée et qui va du coup passer à l'échelle. Ça s'appelle Profane. Et donc, c'est cette formation à destination des formations de formateurs des lycéens professionnels pour voir le bénéfice positif qu'il y a eu dans le cadre du protocole strict qu'ils ont établi à développer les compétences chez ces élèves de la voie pro. Donc, on vous le fera parvenir. Mais sinon, c'est Monteil, M-O-N-T-I-E-T-E-I-L. Stratégiquement, comment peut-on avoir un retour sur un dossier déjà soumis en saison 1, accepté puis non auditionné, pour déposer une lettre d'intention ajustée pour cette saison 2? Écoutez, là, je vous propose de revenir vers les opérateurs s'il y a un sujet particulier, s'il y a besoin d'éléments explicatifs et voir voilà, les réponses, les éclairages qui peuvent vous être donnés. Sur la dimension territoriale des projets, donc on revient dessus. L'ANI-CMA peut-elle accompagner un projet structuré à la fois nationalement et en région? Dit autrement, un projet qui dispose d'une tête de réseau au niveau national et qui se décline en région avec des structures qui lui sont liées, peut-il être soutenu dans son ensemble? Un projet national ou plusieurs projets avec des déclinaisons régionales? C'est ça l'enjeu de la question. Il y a une troisième voie d'ailleurs. Il y a le projet national, il y a les projets régionaux non coordonnés, et il y a le projet national chapeau de projets régionaux. C'est 3 schémas possibles. Et après, tout dépendra de la nature du projet. En fonction de, on sait que sur certaines filières, on a tous en tête des filières énergétiques, par exemple, il est possible d'avoir des diagnostics nationaux massifs. Et on sait que les réponses derrière peuvent être aussi calibrées au niveau national, de l'ingénierie de formation, des bibliothèques de ressources et autres de contenu. Donc ça, on le voit bien. Et après, la diffusion peut s'organiser par différents moyens. Ce qui est important, c'est que, entre guillemets, modestement, peut-être le retour qu'on peut vous faire, c'est que s'assurer qu'à chaque fois, ceux qui portent la compétence dans les territoires se sentent bien responsabilisés et investis de cette mission, que ce soit les conseils régionaux, que ce soit les rectorats, que ce soit les préfectures, et ainsi de suite. Voilà. Et après, tout format est valable du moment que les acteurs signent en bas à droite et ont envie de le faire et sont moteurs. Ou à gauche. Ou à gauche. Et puis le sujet du coup de la gouvernance, quand il y a des grands projets comme ça qui s'articulent nationalement et localement, si c'est une usine à gaz où on se dit que finalement la gouvernance ne va pas pouvoir faire office de suivi, de décision du projet. Donc là aussi, le sujet de la gouvernance est un sujet central parce qu'on veut être assuré que le projet puisse se dérouler. Donc finalement, quand il y a ces articulations-là, le paragraphe qui est à soigner extrêmement, c'est le sujet de la gouvernance pour qu'on se dise, en territoire, quelle que soit l'organisation et l'envergure, on est assuré que voilà, chacun a le levier pour travailler. Quelques questions sur le suivi de projet. Le projet doit-il comporter des objectifs à mi-parcours, exemple nombre de diplômés? Le versement du montant total du projet dépend-il de la réalisation de ces objectifs intermédiaires? Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement une notion de mi-parcours qui est insérée dans la convention
qui doit permettre de vérifier si le projet se déroule conformément à son planning, ou à peu près. Rien, évidemment, ne se réalise conformément aux prévisions, mais quand même. Donc, le mi-projet va être un moment de validation du passage à la phase 2. Alors, pour certaines conventions, en plus, ça peut être encore plus contraignant, hein, selon les décisions du jury. Mais le principe de base, c'est qu'à la mi-parcours, on vérifie l'avancement à la fois des actions, dans leur planning, dans les livrables qui étaient prévus, dans les objectifs d'ouverture de formation et du nombre de participants, et bien sûr de l'évolution du budget, et éventuellement aussi des indicateurs qui sont associés à ça. Donc c'est vraiment le moment où on va passer à la deuxième phase, en réalité, du projet. Sachant que, il faut se le dire aussi, le suivi est extrêmement fin, parce qu'il faut savoir comment pilote cette transformation globale au niveau national en prenant tous vos projets locaux. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement suivi. Les candidats, les lauréats de la vague 1 en ont fait les frais parce que ce sont des éléments en infra-bac, bac plus 2, 3, bac plus 5, en formation continue, en sensibilisation que nous sommes allés leur demander a posteriori parce que nous avions besoin de voir comment cet appareil se transformait. C'est demandé désormais nativement dans les suivis annuels. Donc, chaque année, il y a un retour annuel d'indicateurs, de réalisation, d'impact, et il y a un troisième, et de résultats, merci, où il y a des éléments qui vous sont demandés annuellement. Et il y a ces étapes qui prennent à la fois le quanti et le qualitatif de mi-parcours et de fin de parcours. Donc là aussi, intégrez-le dès avant parce qu'une fois que les formations, que vous êtes lauréat du projet, finalement, le plus dur est à faire. Et il nous faut voir par rapport à la promesse quel est le réalisé, tant en transformation de formation qu'en création de formation. Et non pas pour dire, parce que tout s'explique, vous n'êtes pas conforme à ce que vous aviez promis, mais pour voir comment c'est suivi des faits, comment les apprenants sont informés des formations qui sont ouvertes, transformées, quel est le taux de remplissage, sur combien d'années. Donc tout ça, ce sont des éléments de suivi qui sont, il faut le savoir dès le départ, qui sont à intégrer parce que c'est pas une petite partie du projet et en même temps il vous faut des capacités d'agir sur la mise en œuvre du projet. Donc c'est important aussi à ce niveau-là de savoir les indicateurs qui sont demandés annuellement et les bilans mi-parcours et fin parcours de projet. Une question, comment les RTN, ERT et ETE peuvent être identifiés comme chefs de file? RTN, et après, pour compris la suite. RTN, IRT et ITE. IRT et ITE. Peut-être juste pour signaler que les RTN, si on parle des réseaux thématiques nationaux des CNQ, Mathieu, moi je l'entends comme ça, je ne sais pas si tu l'entends de la même manière, mais voilà, si c'est de ça dont on parle, je ne vois pas comment, parce qu'ils n'ont pas de structure juridique, me semble-t-il. Je parle sous ton contrôle, et auquel cas, ça me paraît compliqué. Pour ce qui concerne les IRT et les ITE, ils ont une structure juridique, donc ça ne me semble pas problématique. Et pour les autres thématiques nationaux, faut voir en fonction du projet le véhicule juridique qui sera le plus approprié. Parce qu'il y a des, on peut faire porter, vous savez que le chef de file n'est pas forcément le gestionnaire. Donc, il est possible aussi de trouver la structure qui peut assumer cette gestion de qualité pour le projet. On peut imaginer qu'il y ait, par exemple, typiquement aussi un réseau thématique national qui soit embarqué à partir d'un CNQ particulier. C'est pas, enfin, juridiquement, je pense que effectivement, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, les trois éléments ne sont pas de la même nature, me semble-t-il. Et puis, peut-être regarder aussi avec les universités qui traitent des sujets, savoir quelle est la structure en termes de porteurs de projets qui peut être la plus à même en fonction du périmètre du projet. Alors, on a eu, par exemple, un établissement d'enseignement agricole qui a été porteur d'un projet, mais parce qu'il s'était capé
pour répondre du coup à l'ambition qu'ils avaient, donc recrutement de RH, de gestion de projet, etc. Quand d'autres EPLFA ou EPLE étaient une entité trop petite pour gérer, en tout cas en termes juridiques, en termes par rapport à tous les éléments qui étaient demandés. Donc là aussi, ces facteurs de la manière dont vous vous organisez, pour notre part, il nous faut être le plus rassuré possible pour que le projet puisse être en situation de réussite dès le départ. Et d'une manière générale, si un réseau thématique national se mobilise sur une problématique, je trouve intéressant que les campus puissent s'associer et qu'ils le signalent qu'il y a un réseau thématique qui est présent du coup. Là, je trouve une certaine aura au projet. Voilà. Et après, il n'est pas nécessairement chef de file. D'ailleurs, on avait certains projets en saison 1 qui arriveront peut-être en saison 2, où des acteurs économiques se proposaient d'être chefs de file, ou des universités aussi, hein, d'ailleurs. Ça peut être le cas. Des questions autour des publics. Peut-on commencer les actions sur le premier degré aussi? On doit commencer le minimum au collège. Non, le sujet de l'attractivité, je l'ai dit, ou d'autres, en tout cas, on a un sujet dès l'école primaire sur le mixage des sujets à la fois créativité, soft skills et culture scientifique. Donc ça, c'est pour le volet attractivité. Ensuite, nous sommes il y a un sujet de sensibilisation où les propositions sont, c'est à vous de les faire. Et après, un sujet là, quand on est dans la formation, il y a à la fois l'amont et l'aval. C'est comment, une fois qu'on a identifié les compétences et métiers d'avenir, et les sujets en tension, les formations dédiées qui pourraient y répondre, les formations de formateurs qui permettraient de déployer le dispositif, comment, dès le plus jeune âge, on permet d'arriver à remplir ces formations. Et vous voyez, ce n'est pas le même sujet. Il est 12h56 à notre clavier. Est-ce qu'on prend une dernière question? Oula. Non. si, mais très bonne. La dernière, ça vaut. La dernière. Peut-être des projets qui ont Bac-3 et Bac+3, voire Bac+5, sont-ils éligibles? Particularité du dossier à prévoir. On est exactement dans un de nos cœurs de cible, donc à la fois sur la continuité du -3, +3, que dans les cohérences des cibles attendues, pour deux, qui est une problématique sur les sujets que vous avez identifiés à transformer. Et là, je peux pas m'empêcher de dire que les campus des métiers d'éducation font ça depuis des années. Ça très bien. Et ça peut être un modèle. Juste en pensant au campus métier et qualification, sur les employeurs aussi, ne pensez pas uniquement moyennes et grandes entreprises. Les acteurs émergents ont toute leur place. C'est pas parce qu'on est une start-up, un acteur émergent, que le jury ou l'État va se dire c'est trop risqué. Pas du tout. On a besoin aussi des acteurs émergents, des petites entreprises, pour peu que il y ait la place faite pour ces acteurs-là dans le projet. Donc vraiment, on a aussi besoin des acteurs émergents au niveau des employeurs. Peut-être une énième question, donc c'est l'accès au webinaire, le replay, ainsi que le support de présentation, ainsi que les prochains rendez-vous. Voilà, alors, prochain rendez-vous, réservez la date du mardi 4 juillet, 11h à 12h30. Et diffusez cette information autour de vous. On fera un webinaire où on reviendra sur un jeu de questions-réponses, présentation, et où on sera plus précis sur la partie de l'axe financière pour les dispositifs de formation. Et le replay de cette séance ainsi que le support de présentation seront disponibles sur le site de l'ANR. Donc, cet après-midi ou demain au maximum. Ouais. Et la version en anglais aussi. En tout cas, on arrive à la fin de ce second webinaire. On vous remercie infiniment pour votre mobilisation. On sait que votre temps est précieux aussi. On sait que cette saison, du coup, est sous une botte de bonnes augures.
énormément. Merci pour cette mobilisation de pensée collective et de penser du coup à l'avenir de nos apprenants, qu'ils soient en formation initiale et continue, dans les transformations que nous vivons également. Donc à très bientôt. Soit en termes d'échange, il y a 2 contacts sur le cahier des charges auprès des opérateurs si vous avez encore des questions, soit en accompagnement de pré-lettres d'intention en commençant un nouveau dispositif. Donc, on sera là pour vous accompagner. Merci à tous. Merci au ministère, merci à l'ANR et à la CDC, merci au président du jury et au président, et merci à vous, futurs candidats, d'avoir été présents. À très bientôt.